Bienvenue chers spectateurs. On referme les portes du siècle, on éteint les lampes électriques, et l'on s'abandonne aux ténèbres veloutées d'un autre temps. Laissez vos reflets derrière vous, ajustez vos gants de velours, car nous plongeons dans l'univers crépusculaire, élégant et tourmenté d'entretien avec un vampire. Là où chaque mot est une morsure, chaque regard un pacte, et chaque silence, une éternité. Pour cette traversée nocturne, j'ai l'honneur, ou peut-être le péril délicieux d'une damnation consentie, d'accueillir une présence aussi envoûtante qu'abyssale. Il est l'écho de 4 siècles d'ombre, le parfum d'un théâtre brûlé, le regard d'un ange tombé dans les velours du vice. Voici Armand, vampire d'apparat, maître des silences et des soupirs, dont chaque mot est une offrande, chaque geste une relique, et dont la jeunesse éternelle dissimule les ruines d'un millénaire. 4 siècles, et pourtant, je me souviens encore du parfum des rideaux, de la chaleur des bougies, de la peur dans les yeux des mortels. Vous m'invitez à parler, mais c'est l'ombre qui m'habite. Je suis ce que le temps n'a pas su tuer, un fragment de velours noir glissé entre les pages d'un livre oublié. Et si je suis ici ce soir, c'est pour vous offrir ce que les vivants ne peuvent entendre, le chant discret de l'éternité, et le goût amer de la mémoire. Si vous contemplez cette vidéo, félicitations. Vous venez d'entrer en contact avec une entité visuelle au reflet nocturne, une offrande numérique glissée entre les plis d'un siècle oublié. N'hésitez pas à marquer votre passage. Un like, un abonnement, un commentaire. Même si vous êtes un spectateur du crépuscule, un revenant en quête de souvenirs, ou simplement une âme errante piégée dans les boucles du temps. Chaque interaction est une goutte de sang dans les veines de l'algorithme. Et certaines ont le goût exquis de l'éternité. Un soir, alors qu'elle est déjà romancière, Anne Rice s'interroge dans le calme de sa maison. Et si un vampire venait me raconter sa vie? Non pas pour mordre, mais pour confier les souvenirs d'une existence longue, traversée par les siècles et les regrets. L'idée s'impose. Ce sera une interview, un échange entre un journaliste et une créature de la nuit. 2 ans plus tard, alors qu'elle travaille sur une nouvelle, elle décide de publier ce roman devenu obsession. Entretien avec un vampire. Le succès est immédiat, comme si les lecteurs attendaient cette confession depuis toujours. Paramount achète les droits pour $150 000 en 1976, avec l'intention d'en faire une adaptation. Mais le projet s'enlise, change de main, et finit chez Warner. Ce n'est qu'au début des années 90 que David Geffen, patron de Geffen Pictures, relance le projet. Il approche Anne Rice avec une passion rare, presque vampirique, et lui propose de participer au scénario. Elle accepte, séduite par son enthousiasme. Avec le plus gros budget jamais accordé à un film de vampire, Geffen voit plus qu'un récit nocturne. Il voit Hollywood comme le miroir des immortels. Et pour incarner cette vision, il choisit les 3 plus grandes stars de l'époque. 3 visages pour 3 damnations, 3 icônes pour une fresque éternelle. Depuis ses origines, le cinéma vampirique a souvent peint la créature comme un monstre sanguinaire, un prédateur nocturne, l'antagoniste principal tapi dans l'ombre. Mais Entretien avec un vampire brise ce miroir. À sa sortie, le film surprend par son approche. Il ne traque pas le vampire, il l'écoute. Il ne le combat pas, il l'interroge. Ici, le spectateur est invité à plonger dans l'intimité de l'immortel, à comprendre comment on devient vampire, pourquoi on le devient, et ce que cela signifie de vivre avec ce don obscur. Le récit explore la solitude, les passions, les regrets et les liens entre vampires, loin des clichés du grand méchant aux canines affûtées. On ne regarde plus un monstre, on contemple une âme. Une âme figée dans le temps, tiraillée entre désir et damnation.
3 visages, 3 damnations, 3 incarnations de l'éternité. Lestat, d'abord, interprété par Tom Cruise, qui rencontre David Geffen pour sculpter son rôle comme on façonne une statue de feu. Le producteur dira qu'il s'est investi corps et âme, qu'il a travaillé sans relâche pour insuffler à Lestat cette ironie mordante, cette folie flamboyante, cette foudre théâtrale. Et il le convaincra. Puis vient Armand, porté par Antonio Banderas, qui façonne son personnage comme un vampire ancien, retiré du monde des mortels, reclus dans une communauté d'immortels qu'il dirige avec une main de velours et un esprit de marionnettiste. Ce retrait l'a rendu froid, manipulateur, presque spectral. Enfin, Louis, le rôle le plus exigeant, confié à Brad Pitt. Un vampire contemplatif, traversé par la tristesse, incapable de se nourrir sans remords, témoin de la cruauté de Lestat, de la douleur de Claudia, de l'ambiguïté d'Armand. Louis ne mord pas, il endure. Il ne chasse pas, il souffre. Et dans ces silences, le film trouve son cœur battant, son souffle mélancolique, son humanité perdue. Cher Armand, vous observez sans bruit, vous guidez sans geste. Est-ce l'ombre des siècles qui vous a éloigné des mortels, ou le besoin de contrôler ceux qui, comme vous, ont renoncé à la lumière? Ce n'est pas le besoin de contrôle, c'est le vertige du contact. Les mortels brûlent trop vite, ils aiment, ils hurlent, ils oublient. Moi, je suis resté, et pour rester, il faut s'éloigner. Alors j'ai bâti un théâtre d'ombre, peuplé d'âmes figées, une communauté sans battement, sans cri, sans lumière. Car vivre entre vampires, c'est survivre sans miroir, et parfois, c'est mourir sans bruit. Pour incarner cette fresque nocturne, il fallait un maître des atmosphères. Le choix se porte sur Neil Jordan, cinéaste rare, dont la Compagnie des Loups avait déjà laissé une empreinte étrange et lycanthropique dans les mémoires. Un ovni visuel, culte et dérangeant. Lorsqu'il découvre que le budget alloué au projet atteint les 60 millions de dollars. Une somme inédite pour un film de vampire, longtemps relégué aux marges de la série B, un souffle épique s'abat sur la production. Le vampire devient blockbuster. Le tournage s'étale entre San Francisco, le quartier français de la Nouvelle-Orléans, mais c'est à Londres, dans les studios, en hiver et sous la nuit, que l'intrigue se cristallise. L'obscurité devient décor, la brume devient partenaire. Les effets sont confiés au studio Winston, déjà responsable des métamorphoses de Jurassic Park et Terminator 2. Neil Jordan, d'abord réticent à l'usage d'images de synthèse, accepte que le studio réalise tous les maquillages du film, ainsi que quelques effets avancés pour l'époque, notamment dans la transformation des visages vampiriques. Des visages qui ne brillent pas, mais qui saignent lentement dans la lumière. Une première version, plus longue, est présentée à un public test. Trop violente, disent-ils. Trop crue, trop sombre. Alors 20 minutes sont retranchées, et le phénomène peut enfin s'élancer. Entretien avec un vampire s'installe à la 9e place du box-office mondial en 1994, récoltant 230 millions de dollars en salle, dont 1 640 000 entrées en France. Le film est nommé aux Oscars pour sa direction artistique et sa musique, et couronné aux Saturn Awards, meilleur film d'horreur, meilleur costume, meilleur maquillage et meilleure jeune actrice. Mais au-delà des chiffres et des trophées, ce sont les thèmes qui marquent. La monstruosité tapie dans l'humanité, l'innocence sacrifiée, la fascination trouble, l'immortalité comme malédiction, et les rapports entre les hommes, ou ce qu'il en reste quand le sang remplace les battements. Le film s'impose comme l'un des plus grands récits vampiriques jamais réalisés, souvent comparé au Dracula de Coppola, mais avec une mélancolie plus feutrée, plus intime. Ici, le vampire ne rugit pas, il se confesse. Entretien avec un vampire est bien plus qu'un film d'horreur.
C'est une fresque fantastique, une adaptation fidèle du roman d'Anne Rice, mais aussi un drame romantique et une épopée surnaturelle qui traverse les siècles et les continents. Le récit s'enracine dans une ambiance gothique, où les chandelles vacillent, les miroirs se taisent, et les regards brûlent sans lumière. Le film explore subtilement les résonances de la communauté LGBT, dans les liens ambigus, les désirs tues, les amours interdites. On y croise un vampire enfant, Claudia, figure tragique et peste silencieuse, incarnation de l'innocence figée dans le sang. Les thèmes de la mort, du mal, des conflits intérieurs, de la moralité, du macabre et de la mélancolie s'entrelacent pour ouvrir un portail rare dans le cinéma vampirique, celui de l'âme. Une âme damnée, mais toujours vibrante, une âme qui ne cherche pas à fuir la nuit, mais à lui donner un visage. Cher Armand, vous avez traversé les siècles. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre vie mortelle? Le bruit du cœur, pas le mien, celui des autres. Le frisson d'un souffle sur la peau, le tremblement d'une main qui hésite, la fragilité. Elle avait un goût que l'éternité ne connaît pas. Et si vous pouviez choisir, refermer ce chapitre, redevenir mortel, le feriez-vous? Non, car même dans la douleur, il y a une forme de beauté. Et dans la nuit, une vérité que le jour ne peut offrir. Je ne suis pas ce que j'étais, mais je suis ce que le temps a sculpté, et je ne renie aucune cicatrice. Le voile est levé. Les spectres se sont éveillés, et les machines humaines frémissent dans l'ombre. Finies les incantations d'ouverture, nous entrons dans le cœur du surnaturel, là où les âmes errantes murmurent et les hommes, armés de lumière, osent défier l'invisible. Ce que le film convoque, ce qu'il chuchote aux entités tapies dans les murs, c'est maintenant que cela s'incarne. Le rituel est lancé, place à la critique. C'est une production aux crocs affûtés, portée par une constellation de jeunes étoiles. Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater et Kirsten Dunst, encore enfant, mais déjà immortel. Le sujet est intimiste, centré sur les vampires, leurs coutumes, leurs douleurs, leur silence. Loin des clichés de pieux et de croix, le film préfère les regards figés, les gestes retenus, les rituels nocturnes. Ce n'est pas une chasse, c'est une observation. Une mise en scène sophistiquée, presque théâtrale, où chaque détail devient offrande à la nuit. Dès les premières secondes, le générique étrange et somptueux ouvre un portail visuel, décor majestueux, lumière tamisée, ambiance troublante. Les personnages se dévoilent dans un souffle lent, et l'intrigue glisse sans bruit vers le XVIIIe siècle. Une transition radicale, mais fluide, qui installe le récit dans une narration baroque, rythmée comme une confession. Le spectacle commence, mais c'est un spectacle de l'âme. Une fresque où chaque époque devient miroir, chaque décor devient tombeau, chaque mot devient morsure. La transformation de Louis, brutale et sublime, ouvre le bal. Les effets visuels, déjà saisissants, s'enchaînent dans un rythme effréné. Le film capte l'attention comme une morsure au cou, rapide, brûlante, inévitable. Puis le tempo ralentit, les dialogues s'installent, l'ambiance devient plus saignante, plus viscérale. L'action surgit au bon moment, comme une lame dans la nuit, et les décors changent avec une violence accrue. Le film ne cherche pas à choquer, il cherche à marquer, et chaque image devient cicatrice. L'anachronisme entre les personnages nourrit les dialogues, dans une réalisation d'une précision chirurgicale. La tension monte, alimentée par le don obscur qui lie les scènes comme un fil de sang. Un nouveau personnage surgit, une transformation inattendue éclate, et le rythme reste audacieux, presque insolent. Les détails s'accumulent, les regards se croisent, les silences deviennent lourds.
Puis vient une transition temporelle de 30 ans, même ambiance, autre époque. Le conflit s'installe, la violence s'intensifie, et l'esthétique atteint des sommets rarement explorés dans le cinéma vampirique. La scène culte de la confrontation entre vampires explose en gros plans et en atmosphère malsaine. C'est une danse macabre, une symphonie de regards et de cris étouffés. Elle conclut la première partie dans un bain de sang maîtrisé, avant que l'histoire ne rebondisse dans une fuite élégante. Paris devient le nouveau théâtre, la musique accompagne l'arrivée d'un nouveau personnage, et le rythme s'accélère. Le roman est suivi point par point, notamment dans la scène du théâtre des vampires, où le spectacle devient rituel, et le rituel devient piège. La deuxième partie s'installe dans une introspection plus profonde. Les interrogations sur la nature des vampires prennent le devant de la scène, et le film devient plus linéaire, mais aussi plus dense. Les détails s'affinent, les tensions s'aiguisent, et le dénouement approche comme une lame sous la soie. La violence revient, mais elle est élégante, presque poétique. La fin, longue et mélancolique, referme la boucle avec justesse. Une conclusion qui ne cherche pas à effrayer, mais à hanter. Une superproduction horrifique qui, au lieu de rugir, murmure. En conclusion, le film se divise en deux mouvements bien distincts, presque comme deux battements d'un cœur immortel. La première partie, portée par Lestat, est somptueuse, rythmée, envoûtante. Elle embrasse le grand spectacle, les décors majestueux, les dialogues acérés et les métamorphoses flamboyantes. C'est une danse macabre, théâtrale, où chaque scène semble taillée dans le velours et le sang. Mais la seconde partie, plus introspective, ralentit le souffle. Elle s'enfonce dans les méandres de la conscience vampirique, interroge la nature du mal, la solitude, le poids des siècles, sans toujours réussir à maintenir l'élan dramatique. Le rythme se dilue, l'intensité s'efface, et le film perd une part de sa puissance visuelle et narrative. Une fresque qui commence dans la foudre et s'achève dans le brouillard. Et pour mon verdict, je mets la note de 14 sur 20. Un grand film, porté par une première partie rythmée. Mais la seconde, plus introspective, affaiblit l'élan. Cher Armand, et si tout cela n'était qu'un pacte de mots, un murmure dans l'éternité, dites-moi, pourquoi rester quand tout s'effondre? Parce que dans chaque ruine, il y a une chandelle qui vacille. Et dans chaque cœur, une soif que le temps ne sait éteindre. Vous parlez comme si le monde était un théâtre, et nous, ses spectres. Le monde est un opéra funèbre, et nous, les notes oubliées d'un requiem sans fin. Voilà, la critique est terminée, celle qu'on ne raconte qu'à la lueur d'une chandelle. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez traversé les siècles sans perdre votre reflet, ou votre âme. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est plus sûr que de pactiser avec un immortel au regard enjôleur. D'autres créatures viendront hanter vos nuits, et peut-être même un vampire qui murmure du Baudelaire entre deux gorgées de sang tiède. Et bien sûr, un remerciement éternel à Armand pour sa présence vaporeuse et son éloquence séculaire. Archiviste des ténèbres, esthète du silence, capable de transformer une confession en opéra funèbre, sans jamais hausser la voix. Je suis ravi d'avoir été convié à cette entrevue. Rares sont les voix qui osent encore écouter les murmures du passé, et plus rares encore celles qui savent les traduire sans les trahir. Votre regard perce les voiles du temps. Et moi, je vous remercie pour l'invitation, pour la lumière et pour le silence entre les mots. Merci, et à très bientôt.